Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Caroline Renaud, je suis VP Sales chez Bloomflow et je suis très contente d'être là pour animer cette table ronde autour des sujets Legal Tech, RegTech, qui est un sujet absolument passionnant parce qu'en pleine transformation. Quand on parlait de Legal Tech, RegTech, il y a une vingtaine d'années, quand ces termes sont apparus, dans les années 2000, on parlait beaucoup d'outils qui étaient là pour faire gagner du temps, pas forcément des outils entre guillemets intelligents, donc des outils d'optimisation. Et récemment, avec l'intégration, l'accélération de l'IA dans les logiciels de RegTech et de Legal Tech, on a complètement changé de paradigme. On est sur des outils qui vont aujourd'hui analyser des quantités de données colossales, des outils qui vont aussi potentiellement définir des niveaux de risque sur certains documents, des outils qui vont aussi aider à la prise de décision, voire potentiellement orchestrer certaines actions dans des chaînes de décision. Donc ça pose forcément des questions sur la façon dont les grandes entreprises et les institutions publiques utilisent ces outils, les gouvernent, maîtrisent leurs données. Et on est là aujourd'hui pour adresser ces sujets avec des experts que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et merci Caroline. Et moi Nadia Filali, je suis directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts. Bonjour, je suis Pierre Chevalier, je suis directeur juridique, conformité, déontologie à la Caisse des dépôts. Très bien. Merci beaucoup pour ces introductions. Donc, avant de commencer, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la Caisse des dépôts ou on rentre directement dans la première question ? Rentrer directement dans la question. question. On rentre dans la première question qui sera du coup pour Nadia. Nadia, comment vous voyez l'évolution de la Legal Tech, RegTech sur ces dernières années ? Alors, comment je vois ça ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Effectivement, ça a commencé à peu près dans les années 2000 et je pense que ça a commencé surtout sur le volet RegTech, puisqu'en réalité, il y a une période de développement de la FinTech et de la néobanque où on a vu pas mal de boîtes arriver et quelque part la RegTech est un peu un sous-ensemble de la partie FinTech. Et une banque ou une néobanque, c'est quoi ? C'est une entreprise avec un très gros ou des tout petits systèmes d'information. En fait, c'est une industrie qui est extrêmement digitale et numérique. Et à ce moment-là, il y a pas mal d'acteurs, et notamment les néobanques, qui ont dû être assez agiles pour arriver à rentrer en conformité. Depuis ces années-là, on a aussi un développement de la réglementation et un renforcement, et à juste titre. Enfin, l'objectif de la réglementation, ce n'est pas d'embêter les gens d'avancer ou de se développer. On est là pour... ces réglementations sont là pour protéger les investisseurs et les clients des banques. Et donc, cette réglementation, elle s'est renforcée sur la partie notamment conformité, lutte contre la fraude. Et au même moment, en fait, ces startups ou ces entités RegTech se sont développées. Sur le volet Legal Tech, c'est un peu différent. Et pour moi, c'était même une très belle surprise, parce qu'on a travaillé avec Pierre sur un premier challenge d'innovation ouverte qui s'appelle Innovea sur ces sujets il y a 2 ans. Et je ne pensais pas voir, peut-être avec un stéréotype très fort, voir les juristes aussi ouverts, en fait, et aussi technophiles. Et en réalité, le monde juridique, il se transforme aussi. Il se transforme parce que la valeur, en fait, d'un avocat, d'un juriste ou de quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là, c'est pas forcément le fait d'analyser toutes ces données, de faire des comparaisons, etc. Le domaine juridique est assez complexe et en réalité, il est assez normal de voir que des startups se développent dans ce domaine-là pour aider ce métier à avancer un petit peu différemment. Donc c'est peut-être arrivé un peu plus tard que la partie RegTech, mais aujourd'hui on voit que ça se développe énormément, avec peut-être un espèce de cercle où il y a l'histoire... on est en France, donc il y a des sujets d'œufs et de poules, mais on a aussi besoin de
de voir comment les technologies comme l'IA, on peut les gouverner et comment on travaille dessus. Et finalement, ces outils de RegTech et de LegalTech vont aider les opérationnels et les métiers du juridique et de la conformité à travailler plus simplement, à analyser des sujets plus complexes. Mais ces outils-là vont aussi nous aider à la gouvernance et à une meilleure gouvernance de ces nouvelles technologies. Pierre, donc aujourd'hui, vos équipes utilisent des logiciels RegTech, LegalTech. À quel point ils font partie du quotidien de vos équipes et à quel point ces solutions sont devenues, entre guillemets, indispensables au bon fonctionnement de vos services? Merci pour cette question. Ça montre bien qu'on est passé d'une époque un peu d'espérance et d'interrogation sur tout ce qu'allaient apporter ces innovations à des choses qui sont tout à fait pratiques dans le quotidien de ce qu'on fait, nous, dans le domaine juridique, dans le domaine de la conformité, voire même, j'en dirai un mot tout à l'heure, de la déontologie. On a développé des solutions dans la conformité qui sont pratiques et qui participent à la sécurisation, par exemple, des flux bancaires, où on a permis, à partir de nos scénarios qui permettent d'identifier des alertes sur un flux, utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider justement à faire remonter des alertes un peu typiques. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant, autrement que avec le talent des experts qui analysent la conformité. L'outil ne se substitue pas à l'analyse humaine, mais l'outil va permettre d'identifier, déjà petitement, après on espère qu'on va grossir, d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter l'identification de l'alerte. Même chose quand on fait dans le domaine de la conformité un contrôle d'honorabilité, ou qu'on recherche des informations défavorables sur une contrepartie, sur un tiers, sur un fournisseur, plutôt que d'aller voir toute une série de sources ouvertes, eh bien la machine va concentrer tout ça, aspirer, digérer et offrir de la rapidité, de la sécurisation. Ça, c'est la partie conformité. La partie juridique, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui maintenant proposent des solutions, des progiciels qui intègrent l'intelligence artificielle. C'est très bien. Et toute la partie veille, documentation, première analyse, pré-analyse des contrats, je trouve que ça marche. Mais on devine on va pouvoir développer vraiment autre chose. Et justement, quand vous disiez qu'il y avait plusieurs acteurs qui proposaient ce type de logiciel, comment vous allez faire votre choix entre ces différents prestataires, ces différents fournisseurs? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, là, en fait, c'est pas possible, ce sera un no-go, on ne pourra pas travailler avec eux? On a quelques points de vigilance, finalement. Il ne faut pas tomber dans l'engouement général et puis se précipiter sur des solutions qui paraîtraient très séduisantes, mais qui derrière cachent des choses trappes qu'il faut éviter. D'abord, il y a la question de souveraineté, non seulement parce que la Caisse des dépôts est une institution publique et qu'elle a fait de la souveraineté son axe stratégique, mais parce qu'on est tous engagés dans la défense de la souveraineté nationale. On voit quel est le contexte. Et donc, pour nous, c'est un critère important. Comment, par les infrastructures qui gèrent nos données ou par les solutions qui sont développées, on se met à l'abri d'une extraterritorialité, on se met à l'abri d'une solution qui serait à la main en fait d'un éditeur ou d'un fabricant étranger qui voudrait tout ça du jour au lendemain comme ça couper les liens. Donc la souveraineté c'est très important, l'application de nos réglementations nationales, puisqu'on est souverain national, mais il faut aussi qu'on applique nos réglementations. Vous avez vu, pour ceux qui participaient à la présentation du Challenge Innovea, qu'on a intégré dans notre challenge, qui est un challenge qui identifie des startups, la CNIL. La CNIL, c'est une dimension importante dans l'IA, et non seulement parce que la CNIL est l'un des régulateurs qui va gouverner l'utilisation de l'IA, il y a aussi la CPR, il y a aussi bien d'autres acteurs, mais parce que dans la gestion des données, c'est un acteur important. Donc vraiment, moi je dirais souveraineté, bien sûr, respect de notre réglementation, c'est les deux points forts. Merci. Une autre question, peut-être pour vous deux, avec un regard croisé, entre l'innovation qui est aussi au service des métiers, il peut y avoir, et l'innovation va forcément un petit peu plus vite que les métiers, ou en tout cas à cette vocation peut-être à détecter en amont de phase des startups, des solutions qui pourraient vous servir à aller beaucoup plus vite. Et vous, Pierre, qui êtes dans une position avec des aspects réglementaires qui sont extrêmement forts. Est-ce que parfois vous avez des divergences ou des points de vue différents sur ces sujets-là? Et comment vous arbitrez?
Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de points de divergence avec Pierre. Parce que... J'en ai plein, mais je dirais pas. Mais il ne me les dit pas, donc je suis rassurée. Non, c'est vrai que quand on fait de l'innovation, on a envie que ça aille vite, et puis on a plein d'idées. Et quand on voit des solutions, on se dit, tiens, ça serait pas mal que ça soit adopté par le métier, etc. C'est une réalité, mais ce n'est pas complètement la réalité. En réalité, on travaille tous au sein de la même entreprise et on travaille tous avec les mêmes contraintes quelque part réglementaires. Donc aujourd'hui, quand on trouve des solutions, on regarde les éléments dont tu as parlé, Pierre, et notamment le sujet de souveraineté. On regarde aussi comment on va pouvoir travailler avec cette solution et en particulier en ce qui concerne mon équipe et moi-même avec des startups, et de se dire, est-ce qu'on va être en capacité avec eux de pouvoir aller jusqu'au bout de cette expérimentation, voire même de la lancer? Tout simplement parce que quand vous travaillez avec une solution, elle est soit en SaaS, soit en premise, et donc il faut qu'on gère les contraintes du SaaS, qui peut être par exemple des contraintes de cloud souverain, de où sont positionnées les données, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en fait un petit peu, un peu naturellement et de concert. Je dirais que quand même, parfois, on essaye un peu de forcer le sujet ou de se dire non, mais là, on est en expérimentation, donc on peut avoir un jeu de données d'expérimentation. Mais si on joue trop à ça, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir passer à l'échelle et qu'on ne va pas pouvoir faire correspondre la solution aux besoins du métier. Ils ne seront pas satisfaits. Et en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mon métier et une partie de l'équipe qui est dans la salle aussi, c'est qu'on est là pour accompagner le métier dans sa transformation et à innover. Donc, juste ce point-là. Après, peut-être un petit léger point de frustration, c'est que du coup, toutes ces contraintes font qu'on met un temps fou quelque part à avancer et à pouvoir ne serait-ce qu'expérimenter, mais on y travaille, je pense, collectivement, et on essaye d'améliorer les processus. Juste le tout dernier point quand même sur les critères de go ou no go, qui est essentiel, je l'ai presque évoqué, c'est qu'il faut que ça serve à quelque chose, et donc il faut que ça serve au métier et que ça crée de la valeur. Ça peut créer de la valeur sur de la performance économique ou de gain de temps, mais aussi que ça crée de la valeur pour les opérationnels, quoi. C'est marrant parce que, bon, évidemment, et ça implique une parfaite entente entre les départements d'innovation et les départements juridiques et conformité. Il faut savoir que la conformité et le juridique, tout le monde, je pense, dans la salle le sait, c'est des métiers de sécurisation. C'est-à-dire que nous, pour l'institution, on sécurise un flux, un contrat, une opération, une situation d'un agent, une déontologie. On sécurise avant tout. Donc on est très bousculé par un département d'innovation qui veut dire qu'il faut vous mettre à jour de ce que sont les innovations, et puis de l'autre côté, très, très freiné à l'idée de partir dans l'engouement trop vite, et puis de franchir une barrière qui serait sans retour. Donc je pense que dans des institutions qui fonctionnent bien, quelle que soit la compagnie ou quelle que soit l'entreprise, il faut réfléchir, c'est plus du management que de l'organisation, sur la façon dont on peut laisser interagir de façon fluide l'innovation et les métiers de sécurisation, mais ça implique une bonne entente en fait. Aujourd'hui, on a présenté je refais de la pub, notre challenge Innovea, et c'est pas un hasard si pour la deuxième fois dans le domaine de la RegTech et de la LegTech, le département d'innovation et un département de sécurisation, l'année dernière c'était les finances, mais ils ont aussi les mêmes problématiques, se marient justement pour dégager des solutions positives pour toute l'institution. Et je vais donner une petite anecdote, parce que je ne suis même pas sûre que Pierre le sache complètement, mais la première fois qu'on a lancé le Challenge Innovea avec Ali Azouzi, qui est dans la salle ici, qui opère ce programme dans l'équipe, on s'est dit avec quel métier on va le faire. Et donc nous, on a des métiers de gestion d'actifs, de finance, des métiers de conformité et de juridique. Et ça a étonné tout le monde quand j'ai dit on va le faire avec le métier juridique. La poussière, le monde de la poussière. Non, mais pas la poussière. Non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas le débat ici, mais je suis pas d'accord parce que contrairement à ce que pense beaucoup de monde, je pense que le monde juridique est très proche d'un autre monde, et notamment du monde mathématique et de la logique. Mais ça, c'est autre chose. Mais il se trouve que quand j'ai discuté ça avec Ali, Pierre était dans le même restaurant que moi ce midi-là. Et je suis allée le voir à la caisse et je lui ai dit, pas la caisse des dépôts, mais à la caisse de ce restaurant. Et je suis venue le voir et je lui ai dit, voilà, on veut lancer un programme d'Open Inno, travailler avec des startups, tout ça. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on lance le premier
Et elle m'a regardée, je pense, avec des yeux un peu en se disant, mon Nadia est très volubile, elle m'a dit quelque chose qui a l'air sympathique. Mais en vrai, il m'a dit oui, et on a commencé comme ça. Et je pense que les directions juridiques et de la conformité peuvent être aussi innovantes, même si leur job, c'est de sécuriser. Et une direction juridique, c'est aussi là pour pour aider les métiers ou les fonctions support à trouver des solutions à avancer en réalité. Donc je pense que c'est pas toujours de l'opposition. Mais on est conscient qu'on a il y a la DPO, il y a la RGPD. Exactement, on sent une belle collaboration déjà entre vous, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à gérer, à prendre l'adoption de ces outils, en tout cas à prendre la décision de ces outils et ensuite à les faire adopter. Est-ce que vous avez défini une gouvernance autour de ces nouveaux outils de RegTech, LegalTech? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors qui gère ça? Est-ce que c'est encore un petit peu diffus? Est-ce que vous avez une gouvernance qui est claire sur l'intégration et l'adoption de ces nouveaux outils qui vont toucher des sujets aussi à l'IA, la cyber Non, il faut, pour dire honnêtement les choses, sur le domaine de la RegTech, la LegTech, je lui expliquerai qu'on a quelques éléments de décharge, mais on n'est pas vraiment du tout clair. Voilà. Et je pense que la réglementation va tellement vite, que ça change tellement, que les classifications de données sensibles, que le RGPD, ça va à toute allure. Je pense que ce n'est pas un défi seulement pour ce qui est le groupe Caisse des dépôts, mais pour en parler un petit peu à l'extérieur, on voit que toutes les institutions, les sociétés, les entreprises, même les administrations sont un peu perdues face à une réglementation qui est sans cesse mouvante. Donc, là où on est un peu, quand même, sur la cybersécurité, on est très bien organisé. Sur le reste, on est un peu suiveur. Je pense que, justement, pour éviter d'être trop perdu, il faut introduire, alors je prenne un peu pour ma casquette, mais de la comitologie avec de la déontologie et de l'éthique. Parce que finalement, le plus grand danger dans tout ça, c'est qu'on laisse le produit monter dans la compétence, on laisse les collaborateurs un peu tout seuls, et là, on va avoir des gros écarts. Et donc, à défaut de poser des règles, on a des chartes, on a des codes, tout ça, c'est très bien. Mais quand on est dans le quotidien d'un opérationnel, d'un expert de la conformité qui va chercher les tenants, par exemple, de l'intimité d'une personne qui est bénéficiaire effective d'une société, jusqu'où il peut aller, c'est des choses très concrètes, très pratiques. On devrait, derrière chaque collaborateur, mettre un espèce d'expert qui, éthiquement, va l'aider à progresser et à dominer la machine. Sinon, on risque d'aller très loin. Voilà, c'est personnel, ce que je dis. C'est intéressant parce que du coup, ces questions d'éthique avec l'IA, elles sont extrêmement présentes. Donc, on peut faire des chartes, mais comment effectivement on arrive à sensibiliser les collaborateurs? Est-ce qu'ils viennent vers vous avec des questions aussi? Ça, c'est peut-être pour vous, Pierre. Vous avez mis en place des petites formations? Oui. Alors déjà, on a de la réglementation qui nous oblige à avoir des chartes. Ces chartes, on va les décliner dans non pas des codes de conduite, mais des guides de bons usages. Voilà. Et c'est adapté sur chacun des métiers. Donc, on va dire que la charte, c'est les grands principes. Et les guides de bons usages, c'est pour aider justement à l'épreuve, pour identifier les zones rouges. Voilà. Ce qu'on veut, c'est quand même ne pas être trop rigoureux pour brider le développement de tout ça. Et on a un comité de déontologie qui chapeaute un peu tout et qui regarde si ça se fait bien. Donc là-dessus, c'était ça votre question? Oui. Comment vous accompagnez les collaborateurs dans l'adoption de ces nouveaux outils, effectivement? Alors la formation, oui. La formation, tu peux en dire un mot, Nadia? Oui, alors je vais répondre un tout petit peu aussi à la première question, puis je vais arriver sur la partie formation et culturation. Donc, Pierre l'a dit, effectivement, il n'y a pas un cadre spécifique au monde de la LegalTech et de la RegTech. En revanche, il y a quand même un cadre de la gouvernance de la donnée et de l'IA au sein de la Caisse des dépôts qui est en train d'avancer aussi, qui n'est pas complètement sec, puisque tout bouge en permanence. Donc, on a effectivement une charte... On était amis jusqu'à présém, mais maintenant, moins de lettres. Oui, on a une charte sur l'IA, le code des usages est en cours. Il y a des codes sur... vous avez des clauses aussi sur la façon dont on achète des solutions IA, ce genre de choses-là. Ce qu'on fait au sein de la Caisse des dépôts sur la mise en place et le déploiement de l'IA, c'est plusieurs choses, mais c'est surtout aussi travailler ensemble avec toutes les composantes, que ce soit la direction juridique, la direction des risques, l'informatique, la data, l'innovation, mais également tout ce qui est dans la dimension de la transformation interne. Et donc, typiquement, il y a une formation qui a été mise en place de manière obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs de la Caisse des dépôts
l'année dernière pour que les gens comprennent ce que c'est que l'IA, que c'est pas que l'IA gène, ChatGPT et je ne sais quoi. Donc il y a ce volet-là. Et donc ça continue. Il y a des formations au prompting aussi qui sont mises en place. Et comme c'est un sujet qui peut inquiéter aussi les collaborateurs, il y a aussi un dialogue social qui s'est mis en place avec les bonnes parties prenantes. Et sur le code des usages, il y a un élément qui est important et qui est assez important en tout cas pour la direction dans laquelle je suis, c'est qu'on essaye quand même de remettre l'humain au centre du sujet et de faire en sorte de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui utilise l'IA. Qui est responsable derrière? Est-ce que c'est l'algorithme qui est responsable de la décision qui a été prise ou est-ce que quand même le collaborateur ou le manager a encore une responsabilité sur la décision qu'il prend ou le résultat qu'il envoie en fait ou qu'il promeut? Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Il y a des choses qui sont faites, d'autres qui ne sont pas faites, mais on essaye de cadrer le sujet quand même. D'accompagner en interne. Exactement. Mais ça va super vite, donc c'est un peu compliqué de suivre, mais on essaye de le faire quand même. Effectivement, ça va très très vite, notamment grâce aux startups qui continuent d'investir, qui continuent de développer des nouveaux algorithmes, d'aller encore plus loin dans des fonctionnalités qui vont permettre à vous, métiers, d'être encore plus efficaces et d'avoir des solutions les plus performantes. J'imagine que vous travaillez aussi avec des grands éditeurs de logiciels, RegTech, LegalTech, mais donc aussi avec des startups, on le comprend, qui n'ont pas les mêmes, qui sont très agiles, qui n'ont pas les mêmes codes, les mêmes temps. Comment on fait quand on est un grand groupe comme la Caisse des dépôts, une grande institution publique, pour faciliter la collaboration avec les startups? Ça, c'est un vrai sujet. J'ai quelques questions pour vous, Nadia et Pierre, à ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup d'expérimentation avec les startups. Elles vont être souvent en capacité de faire des expérimentations sur des petits périmètres, mais le passage à l'échelle n'est pas toujours évident. Est-ce que, Nadia, dans la réalité, vous avez des exemples de start-up avec qui ça a été compliqué le passage à l'échelle? Je comprends que oui, pas trop. On a plus dans ce sens que dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui fait qu'une collaboration entre une start-up, RegTech, LegalTech, et une institution telle que la vôtre fonctionne? Est-ce que c'est beaucoup de questions dans une question? Et est-ce qu'il y a des spécificités, il y a des choses encore plus particulières pour les startups RegTech et LegalTech par rapport à des startups qui sont dans des univers différents? Alors peut-être que la bonne nouvelle, c'est que sur les startups RegTech et LegalTech, ils sont conscients des sujets dont tu as parlé, Pierre, de sécurisation, de réglementation, etc. Et d'ailleurs, parfois, on a des fondateurs de startups qui sont par exemple avocats, donc qui connaissent quand même déjà un peu le sujet. C'est déjà quelque chose de peut-être de plus simple à aborder ou à évoquer, puisque c'est quelque part dans l'ADN, c'est dans leur ADN. Après, est-ce que c'est simple? Alors, justement, on en a parlé tout à l'heure dans la présentation de notre challenge. C'est pas si simple parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes façons de faire, et on n'a pas les mêmes façons de voir le monde et on n'a pas les mêmes façons de travailler. Mais en réalité, ça, c'est une barrière, à mon sens, qu'on peut arriver, sur laquelle on peut arriver à avoir des réponses, tout simplement parce que, alors déjà, on est des gens intellectuellement qui se parlons à peu près sur le même langage, que généralement la grande entreprise ou le corporate est censé être en cible le client de l'entreprise qu'on a en face. Donc déjà, voilà, et que, en tout cas, à la Caisse des dépôts, notre démarche et notre état d'esprit, c'est d'essayer plutôt d'aider les gens à arriver à avoir une expérimentation qui fonctionne pour essayer de passer à l'échelle et de les accompagner aussi dans leur développement sur une phase d'incubation et d'accélération et de leur faire comprendre un certain nombre de sujets et de contraintes qu'on va avoir. Pierre parlait de la souveraineté. Effectivement, d'expliquer à des jeunes entreprises que faire un choix de où on met ses données et dans quel cloud on en utilise, c'est extrêmement important et c'est important de le faire au début. Et donc là, je passe le message à ceux qui sont dans la salle et dont c'est le cas, parce que ça a un coût et on l'a vu sur certains dossiers
si vous devez transférer sur d'autres technologies, en fait, ça a un coût qui n'est pas neutre. Et si vous ne le faites pas au début, c'est un peu compliqué. Et c'est un sujet que les grandes entreprises, en tout cas en France et en Europe, vont de plus en plus vous demander, vu le contexte géostratégique et vu comment nous, le groupe Caisse des dépôts, on pousse au sujet aussi auprès de nos parties prenantes et grands groupes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et la deuxième contrainte qu'on peut avoir, c'est le droit des marchés publics. On est une entreprise publique, on est soumis au Code des marchés publics en droit européen. Et donc, parfois, ça peut nous limiter dans nos façons de faire. Alors, il y a une façon de faire, c'est peut-être là où Pierre ne sera pas d'accord, mais moi, je dis à toutes les startups, rentrer dans l'UGAP, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a le droit, nous, d'acheter sur cette plateforme d'achat public. Ça prend à peu près 2 mois, mais quand vous l'avez fait, c'est quand même plus simple. Et ensuite, il faut qu'on arrive à faire les bons choix quand on commence à travailler avec vous. Justement, quand vous êtes soit en premise, soit en SaaS, quel est le meilleur choix qu'on fait par rapport à la donnée qu'on va utiliser chez vous et à la sensibilité des données. C'est-à-dire que si je suis sur de la donnée qui n'est pas très sensible, être en SaaS, ce n'est pas un problème. Si je suis sur de la donnée confidentielle ou même le niveau du dessus, peut-être que parfois, il vaut mieux passer directement en premise, même si c'est plus long de mettre en place la solution quelque part avec nous. Donc, il y a des problématiques réglementaires, des problématiques d'achat. Et après, mais ça, pour l'instant, je pense qu'on a eu la chance d'avoir une bonne compréhension. On a plus de 200 ans à la Caisse des dépôts, on a des processus, on est gros, mais plus on grossit, plus c'est compliqué et plus c'est long. Et donc chez nous, je pense qu'on a un échange où les startups arrivent à comprendre qu'on est un peu dans le temps long et que ça prend du temps, mais ça va être vrai pour pas mal d'entités avec lesquelles ils vont travailler. Donc on essaye d'avancer là-dessus. Voilà, du coup j'ai oublié la dernière question, tu vois. Non, c'est des très bons conseils, Nadia, merci beaucoup, parce que je pense que des startups qui commencent, elles apprécient d'avoir ces conseils très pratiques. Ah, c'est très pratique, hein, parce que de toute façon, il faut arriver au bout. Exactement, oui. C'est extrêmement pratique. Que vous avez vu au cours des dernières années, parce qu'au Challenge Innovea, vous allez plus loin que faire cette sélection de startups. Hein. Par la suite, on peut en reparler un petit peu, mais vous les accompagnez également dans la durée pour les startups lauréates. Donc vous voyez à quel point, à chaque fois qu'on passe un jalon dans la collaboration, c'est une petite victoire. Donc si on a un peu les clés au début pour être mieux préparé et anticiper les différents obstacles, c'est forcément du temps gagné pour les uns et les autres. Là, Nadia, vous nous avez donné beaucoup de conseils. Est-ce qu'il y a des choses que vous, en tant que grande institution publique, vous pourriez faire différemment sur la collaboration start-up, la collaboration avec les start-up, justement ? Alors, sur cette question, j'y vais y venir, mais pour prolonger ce que disait Nadia, je pense que c'est bien pour des jeunes entreprises d'être confrontées à l'univers de contraintes que peut être l'univers d'une institution publique. Parce que vous avez une idée un peu géniale, qui va très bien marcher, vous allez partir sur le marché, vous allez rencontrer des espaces où c'est très libre, et puis à un moment, il va y avoir un backstop, parce que peut-être vous aurez franchi une étape de trop. Là, finalement, c'est l'avantage de notre ancienneté, c'est qu'on est dans un univers quand même assez contraint, qui n'interdit pas l'innovation, mais qui pose toute une série de jalons. Donc une jeune entreprise qui se confronte très vite aux règles de la commande publique, au RGPD, à la réglementation, à la recherche de sécurisation, et qui passe l'épreuve du feu, je pense que ça la solidifie pour ses développements futurs. Et je pense que ça, c'est un conseil aussi. Il ne faut pas être effrayé. Au contraire, il faut prendre comme un atout le fait outre la visibilité que peut apporter ensuite l'institution au bénéfice de ces entrepreneurs. Absolument, c'est un apprentissage pour les startups. Il faut savoir, nous, Bloomflow, ça fait 10 ans qu'on a été créé, mais on a encore cette mentalité, cette agilité de startup. On voit que même après 10 ans, ce n'est pas toujours évident, la collaboration avec des grands groupes. On n'est pas sur les mêmes timings. Donc plus tôt on a les clés, les informations, mieux c'est. Pierre, vous disiez que vous alliez répondre à la deuxième question de comment les institutions publiques pourraient peut-être faire les choses différemment pour travailler avec des startups. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, nous aussi on a des blocages peut-être. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faciliter actuellement il n'y a pas forcément des grands points qui vous viennent en tête. Il y a une question, mais qui déborde vraiment le sujet de la RegTech et la RegTech, c'est comment on peut
modifier le cadre très contraignant, pour des raisons de souveraineté d'ailleurs, de la commande publique. Voilà, et des achats publics. Parce que c'est vrai que quand votre acheteur est une personne publique, aujourd'hui les règles elles sont quand même très contraignantes. Elles sont prises au niveau européen par un texte qui est en train d'évoluer. Et comme on est une institution publique et qu'on a beaucoup de relais, on appuie beaucoup auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès du lobbying, auprès des institutions européennes, pour essayer de vendre une modification du cadre. Donc il y a les annonces, par exemple, qu'avait fait le commissaire européen Séjourné, qui ont été ensuite un peu contrariées. Mais l'idée, c'est déjà au niveau européen d'élargir le cadre. Ensuite, au niveau français, d'éviter de la surtransposition, c'est-à-dire de faire trop bien. Et puis d'instiller des petites solutions qui facilitent la commande publique. Par exemple, le fait d'exiger, quand on fait un achat public, de vérifier que les composants qui structurent une solution de logiciel ne soient pas des composants uniquement étrangers qui pourraient être comme ça bloqués et finalement handicaper toute la solution, amène à faire des choix vers des solutions plus souveraines. Voilà des petits trucs et astuces. Ils existent aujourd'hui. On essaie de les développer avec mon collègue notamment de la Poste, là, Olivier Fauqueux. On fait beaucoup de lobbying. On va voir des parlementaires, on va voir des ministères à l'occasion de la réforme de cette commande publique pour développer. Et on a beaucoup de répondants. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut quand même faire des solutions maintenant souveraines. Ça, c'est au bénéfice de nos entrepreneurs. Ça, c'est vraiment le sujet du dernier axe qu'on va développer après. C'est comment vous, en tant qu'institution publique, vous pouvez aussi accompagner cette filière RegTech, LegalTech, pas en étant uniquement des utilisateurs, mais aussi en étant accompagnants et jusqu'où vous allez pouvoir aller. Avant de clôturer ce sujet, collaboration, start-up, RegTech et institutions publiques, grande organisation, la dernière question, c'est s'il y avait une seule condition, Nadia, pour réussir le passage à l'échelle d'une start-up qui a fait une expérimentation avec la Caisse des dépôts et que là, on va passer à l'échelle, ce serait quoi le point, le meilleur conseil que vous puissiez leur donner? S'il y avait un seul conseil pour dire là, il ne faut pas se rater, c'est ce qui va permettre de faire ce fameux passage à l'échelle. Je vais vous étonner parce que je vais focuser justement. Je pense que le point, il est assez simple et essentiel. C'est que quand vous travaillez avec des entreprises, vous allez vouloir répondre aux besoins de tout le monde. Et en réalité, quand on est petit, on n'a pas une capacité d'exécution extraordinaire. Donc il faut choisir un cas d'usage ou deux et essayer de le développer avec un ou plusieurs clients, dont nous, mais pas essayer de développer tout ce que vous demande tout le monde. Parce qu'en fait, ça, vous n'arrivez pas à la bonne exécution. Je pense que c'est essentiel. Donc il y a un moment, quand on est petit, on se focus sur le sujet parce que vous avez beaucoup de choses à faire à côté et beaucoup de choses sur lesquelles, d'ailleurs, le groupe et la Caisse vous accompagnent également, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aide aussi en incubation, en accélération. Donc, on va vous aider sur comment développer votre produit, comment le vendre, comment vous financer, etc. Mais vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Et ça, on s'en rend compte que même dans la démarche d'incubation et d'accompagnement, on a des gens où, quand on a une petite équipe, ils n'arrivent pas à profiter d'un côté du mentorat, expérimenter avec nous, etc., parce qu'ils essayent d'en faire plein. D'aller trop vite. Non, c'est même pas d'aller trop vite. C'est de répondre à plein de choses en même temps. Et ça, c'est pas possible quand on a une petite équipe. Enfin, moi, je le vois moi-même dans mon équipe, donc je suis moi-même sous contrainte. Et donc, il faut vraiment focuser sur son produit et le focuser sur une verticale ou assez claire et la développer, quoi. Sinon, on s'éparpille, on n'arrive pas au bout. Et si on n'arrive pas au bout, eh ben, on passe pas à l'échelle. Voilà. Un conseil, Pierre, s'il y avait un seul conseil? Même que Nadia. Oui, oui, oui. Le focus. Oui, oui, oui. Vous lancez beaucoup d'initiatives à la Caisse des dépôts, justement, pour accompagner les startups de cette filière à être visibles. Il y a plusieurs opérations, plusieurs initiatives que vous lancez, Nadia, donc notamment Innovea. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différents types d'actions que vous mettez en place sur la partie innovation, hein, justement, pour accompagner, faire connaître cette filière? Alors, sur Innovea, on n'est pas spécifiquement sur RegTech, LegalTech, bien que ce soit le deuxième challenge sur le sujet, sur 3, donc c'est déjà pas mal. Donc on a un peu évoqué ça sur la période, là, mais donc, on lance des appels à projets. Donc là, on est en cours
On a eu sur le dernier challenge 140 candidats. On vient d'en sélectionner 14 qu'on vient de réunir dans une salle à côté tout à l'heure pour leur expliquer ce qu'on allait faire avec eux. Et donc ce qu'on fait, c'est que déjà, on a cette particularité d'avoir complètement associé les opérationnels et les métiers dans notre dispositif d'Open Innovation. C'est-à-dire que c'est eux qui travaillent avec nous pendant plusieurs mois sur la sélection des usages ou qui sélectionnent les besoins des irritants auxquels ils veulent répondre. Et on lance le challenge sur leurs besoins spécifiquement. Ensuite, quand ils sont sélectionnés, on va les accompagner sur quelques semaines. Donc là, par exemple, ça va commencer jusqu'au 14 avril où ils auront un jury, où les mentors métiers vont travailler avec les startups et inversement pour arriver à affiner la solution et la réponse aux besoins. Et comme ça, quand ils arrivent devant le jury, en fait, quelque part, normalement, la solution est censée être un peu adaptée à ce dont on a besoin. Parce que Pierre l'a dit, effectivement, il y a une confrontation à la réalité entre l'idée et la solution et le besoin métier. Ensuite, une fois qu'ils sont lauréats, ils sont accompagnés en incubation, accélération avec des partenaires qui peuvent être nos partenaires associatifs de type France Digital, le pôle FinTech Innovation, France FinTech, etc. Mais également les métiers qui ont participé au challenge. Et on les accompagne également avec des mentors externes sur les volets plus business, produits financiers, développement commercial, la partie tech, plutôt sur une période de 6 mois. Mais globalement, on les garde en batch entre 6 à 12 mois. Et en parallèle, ils font aussi une expérimentation avec l'établissement public et les filiales. Et on leur fait également bénéficier, Pierre l'a dit, de la visibilité de l'établissement public et du groupe. Donc déjà, on les présente à l'ensemble des entités du groupe quand ils sont concernés. On les fait pitcher ou on les associe à un certain nombre d'événements dans lesquels on est. Donc typiquement, on va être présent à Vivatech cette année. On est présent au FDD. On est présent à plein d'endroits où ils viennent sur nos stands et ils sont présents et on les met en valeur. Et en gros, c'est un peu du gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de les aider. Ça fait partie du rôle de la Caisse, parce qu'en réalité, certes, c'est un programme d'open innovation, donc ça sert à la transformation de nos métiers. Mais l'ADN de la Caisse, c'est aussi d'aider les écosystèmes et l'économie plus globalement. Donc on essaye d'accompagner les entreprises. Et sur le financement, on est chez BPI France. Je pense que c'est clair, c'est le gros moteur de financement de start-up en France. Mais on a aussi des programmes de CVC dans le groupe qui peuvent accompagner. Donc ça va bien au-delà de l'accompagnement en tant que client, finalement, en tant que financeur direct de l'activité de la start-up. Aujourd'hui, on est quand même dans une filière qui va gérer des données sensibles, qui devient peut-être même un petit peu critique. Comment vous voyez-vous votre rôle, Pierre, là-dedans, pour justement structurer cet écosystème, pour que ça aille dans le bon sens, donc qu'il puisse continuer à se développer, mais dans un cadre qui soit le plus favorable aussi à la réglementation et à la conformité. Donc, quelles sont les actions que vous mettez, vous, à la Caisse des dépôts, en place pour accompagner cette filière, donc au-delà de l'aspect financier, mais peut-être de l'aspect réglementaire, un petit peu lobbying. Et est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres institutions publiques sur ces sujets ? La réponse, je vais vous l'apporter à partir de ce que vous venez de dire à la fin de votre question. Je pense que c'est ça la clé aussi. Compte tenu du fait que nous, groupe Caisse des dépôts, on est un peu dans l'écosystème un peu partout, on construit des partenariats institutionnels avec de nombreuses institutions, de nombreux partenaires divers et variés. Je vais prendre des exemples qui se reflètent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par exemple, dans la lutte contre la fraude, où on sait que c'est une terre d'élection aussi de développement pour l'intelligence artificielle, non seulement pour authentifier un certain nombre de pièces, pour fiabiliser les données qui sont transmises, pour utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des schémas de fraude. Bon, on a un partenariat avec Tracfin, qui est la cellule de renseignement financier. Donc on a contractualisé avec l'institution et on veut développer l'intelligence artificielle. Donc derrière, évidemment, on ne va pas flécher une société, un entrepreneur plutôt qu'un autre. Mais c'est au bénéfice de ces filières-là, puisque précisément, on intègre dans nos schémas, et donc pour nous, dans notre pratique
pour TRACFIN dans les réglementations futures, l'idée comment on dompte et comment on adopte mieux l'intelligence artificielle. On le fait la même chose, notre directeur général a signé un partenariat avec la CNIL en décembre dernier, un peu dans la même idée. Là, c'est plutôt la version réglementaire et cadre applicable. Et on le fait avec toute une série d'autres grandes institutions. On travaille avec l'AMF, on travaille aussi beaucoup avec la CPR, l'Office national de la lutte antifraude. Voilà, c'est des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a un rôle moteur. Lutte contre la fraude, conformité, bien sûr. Donc, je pense qu'on est pleinement dans le rôle d'une institution publique. Peut-être une dernière question. Là, il ne reste que 5 minutes, donc je vais m'arrêter là pour mes questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Nadia et Pierre sur ces sujets RegTech, LegalTech? Pas de petites questions. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin avant qu'on clôture cette session dans les temps? Alors... Je vous écoute. Je ne sais pas s'il y a un petit micro qui arrive. Bonjour, oui, je vais quand même poser une question. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, j'ai une question pour Nadia et Pierre. Dans cette recherche de solutions, justement, qui répondent à des problématiques au sein de la Caisse et au-delà, est-ce que vous lancez, par exemple, des appels à manifestation de projets sur la base de certains briefs ou certaines problématiques un peu plus urgentes que les autres, ou est-ce que vous êtes surtout à l'écoute de ce que les fondateurs vous proposent et vous adressent comme projet? Est-ce que ça va dans les deux sens? Est-ce que des gens, bien sûr, dans le deuxième sens, ça va sans dire, mais est-ce que spontanément la Caisse a aussi certains projets plus stratégiques que d'autres et du coup s'adresse à des centres de recherche ou des universités ou des écoles pour qu'il y ait comme une sorte de venture building? Voilà. Oui, si. Par exemple, on a lancé il y a quelques semaines un accord cadre au niveau du groupe, c'est-à-dire on va dire un marché public très, très étendu, avec un jeu de distributeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On veut essayer de sourcer et trouver dans le domaine de la RegTech, mais dans d'autres domaines encore, des entrepreneurs du domaine de l'intelligence artificielle qui vont apporter des solutions différenciées pour l'établissement public ou pour le groupe. Donc on a construit, suivant un habillage juridique qui est très solide, un accord cadre qui va nous permettre de faire venir justement des entrepreneurs. Je vais vous donner une illustration, parce que je voulais en parler tout à l'heure au début, puis ça m'a échappé. Mais c'est tout à fait dans cette idée-là. Aujourd'hui, moi, dans mon domaine, je gère aussi des questions déontologiques de conflit d'intérêts. Vous tapez conflit d'intérêt sur ChatGPT ou sur le chat, sur Mistral, vous vous mettez dans une situation, je ne sais pas, moi je suis dans une société, cette même société demande un financement à la Caisse des dépôts, alors je suis le représentant de la Caisse des dépôts, vous posez la question sur ChatGPT par exemple, et vous allez avoir une réponse tout à fait développée, mais qui sera totalement fausse, appliquée par la Caisse des dépôts. Donc on veut, par le canal justement de cet accord cadre, faire venir des entreprises qui vont nous permettre de construire des outils d'assistants, évidemment d'IA amplifiés, qui nous permettront à partir de notre documentation d'avoir une base fiable et d'apporter avec tous les bénéfices de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des réponses qui seront sécurisées. Voilà. Ça, on ne pourrait pas le faire si on ne passait pas par ce contour d'un accord cadre. Donc on n'est pas passif, on n'attend pas que le marché vienne vers nous, on va chercher. Et peut-être en complément à la question, je le disais tout à l'heure, en fait, on construit ces appels à projets ou ces challenges avec les métiers. Et ce qu'on essaye de faire dans l'équipe d'innovation, parce qu'on fait beaucoup de veille et de prospective, c'est aussi d'essayer de les pousser parfois à aller au-delà de leurs besoins initiaux. Parce qu'en réalité, dans l'innovation, il y a quand même plusieurs temps. Et donc, il y a un temps qui est le court terme, qui est de se dire je veux une solution qui va répondre à un besoin qui paraît évident aujourd'hui. Mais on a aussi un temps qui est plus lointain et qui n'est pas forcément tout de suite intégré, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, intégré ou absorbé par un métier ou une personne qui va voir d'abord ce qui l'irrite et ce qui lui pose problème ou ce qu'il aimerait voir faire autrement, mais pas forcément dans une projection de la transformation de son métier demain. Et ça, c'est extrêmement compliqué et c'est pas lié qu'au métier juridique, parce qu'on le voit avec tous les métiers qu'on accompagne. C'est compliqué de se projeter sur quel va être mon métier demain, parce qu'on a peur que notre métier disparaisse. Donc on essaye aussi de les amener vers des choses un peu plus lointains,
pour essayer de tester des nouvelles choses et de se préparer à anticiper à ce que seront nos métiers demain. Merci beaucoup. Il reste 55 secondes. Donc, en mode conclusion, moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce que vous disiez, Pierre. On n'est pas passif, vous à la Caisse des dépôts, mais de façon générale, hein, les institutions publiques et les grandes organisations sur la détection des startups au tout début, en RegTech, LegalTech, pour pouvoir ensuite les accompagner dans de la collaboration, avoir des premières expérimentations. Et puis ensuite, vous n'êtes absolument pas passif sur le rôle que vous avez à tenir, sur l'accompagnement, la structuration de cette filière qui va évidemment continuer à se développer. C'est une très très bonne chose en termes d'optimisation et puis de conformité. Donc merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Et bonne fin de Deep Tech Summit du coup. Merci beaucoup. Merci.